l'école centrale du Parti communiste à Pékin. C'est le lieu où l'on dicte la ligne politique du régime. Dans les salles de cours aujourd'hui, les cadres, venus de toutes les provinces. Au programme, la théorie du profit maximum. Fini donc le petit livre rouge et l'école Mao. Fini les discours convenus sur l'égalité. Désormais, c'est l'esprit de compétition qu'on enseigne, sans complexe. Bien sûr qu'il y a de l'exploitation dans nos usines, mais au final, cela fera du bien à la construction du communisme. En clair, c'est pour abolir l'exploitation demain que nous sommes pour l'exploitation aujourd'hui. Ce tour de passe-passe est vertigineux. Il a déclenché une véritable révolution. En voici le responsable, Deng Xiaoping. Alors comment Deng Xiaoping est-il devenu un géant de l'histoire? Pour comprendre, retour sur l'enfance d'un chef. « 1904, le Sichuan, une province du sud-ouest chinois. C'est dans un village comme celui-ci que Deng Xiaoping voit le jour. Dans cette Chine rurale du début du siècle, les hommes portent encore des nattes et les filles ont les pieds bandés dès l'enfance. La Chine du petit Deng vit encore au Moyen-Âge. Le père est propriétaire terrien. Il possède champs et rizières sur lesquels travaillent ses ouvriers agricoles. Quant à la famille, elle est installée dans la plus belle maison du village. Deng, le premier fils, ne manque de rien. Il a même une chambre à lui. Plus tard, son père emploie un précepteur pour lui enseigner la calligraphie. À cette époque-là, la famille Deng, c'est l'exception. Car la Chine, c'est l'homme malade de l'Asie. Épuisé par la société féodale, vieille de 2000 ans, l'empire du milieu a perdu son rang dans le monde. La Chine est plongée dans la misère, l'immobilisme et la violence. La France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon ont établi des concessions et colonisent des villes entières. Ainsi à Shanghai, Hong Kong et Macao, les Chinois ne sont plus maîtres chez eux. Nous sommes en 1911. La Chine va s'éveiller une première fois grâce à cet homme, le docteur Sun Yat-sen, fondateur du Parti révolutionnaire bourgeois. C'est lui, Sun Yat-sen, qui organise le soulèvement nationaliste et met fin au régime féodal. Le père de Deng a alors 25 ans, c'est un patriote fervent, il participe à la rébellion. Des gens comme mon grand-père n'étaient pas contents de la situation politique. Ils avaient un certain idéal pour le pays et aspiraient au progrès. Ils voulaient trouver une voie pour sauver la Chine. Deng Xiaoping a 7 ans à l'époque. Il incarne cette jeune génération à qui revient la mission de bâtir la Chine moderne. À l'âge de 14 ans, Deng est donc envoyé à Chongqing, la plus grande ville de la région. À Chongqing, la chance sourit au jeune garçon. Deng intègre un programme spécial qui prépare les jeunes Chinois aux études en France. Un programme travail-études qui a pour vocation de former les futures élites du pays. À l'époque, plusieurs centaines de jeunes Chinois se préparent ainsi à partir pour l'Europe. Mot d'ordre, apprendre de l'Occident pour sauver la Chine.
Mon père avait très envie de voyager. Comme il avait vu son père participer au soulèvement nationaliste, il était déjà animé d'un certain enthousiasme révolutionnaire. Il voulait nourrir son idéal de progrès. Malgré son jeune âge, il était tout à fait d'accord pour partir. 1920. Deng embarque. 2 mois de mer. Destination, la France. À Paris, un nouveau monde s'ouvre à lui. Le monde de la modernité. C'est d'ailleurs en France que Deng se fait photographier pour la première fois de sa vie. Il a alors 16 ans. C'est un jeune homme, la tête pleine de rêves, mais le rêve ne va pas durer. Peu de temps après son arrivée, la société franco-chinoise qui finance ses études fait faillite. Du programme Travail-études, il ne reste que le travail. L'adolescent chinois qui parle à peine le français doit alors subvenir à ses besoins, tout seul. À Montargis d'abord, chez Hutchinson, où Deng découpe des semelles en caoutchouc. Chez Schneider, au Creusot, métallurgiste, il travaille 16 heures par jour. Pour finir, il revient dans la capitale et découvre le travail à la chaîne chez Renault, à Billancourt. C'était un travail très dur pour un jeune garçon de 16 ans. Plus tard, il s'est souvent rappelé cette période. L'équipement de l'usine d'acier de l'époque n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Tout était manuel. Tirer des blocs d'acier brûlants d'un four, c'était un travail difficile et vraiment dangereux. Deng n'était pas très heureux de ses conditions de travail. Mais plus tard, il dira que cette expérience lui a permis de comprendre la condition des ouvriers français. À cette époque, il a beaucoup appris sur ce qu'on appelle l'exploitation capitaliste. Deng apprend la vie et découvre au passage que progrès et modernité ne font pas le bonheur de tous. Loin de là. Un constat fait aussi par Chen Yi, futur chef militaire de la Chine communiste, qui partage le même destin que Deng à Paris. Le fils de Chen Yi évoque cette ambiance que son père lui a racontée. Les étudiants chinois étaient obligés de travailler très dur pour mener une vie misérable. Donc, forcément, leur vision des choses a évolué petit à petit. Ils ont fini par se rapprocher tout naturellement des mouvements communistes locaux. Ironie de l'histoire, c'est en venant s'inspirer du capitalisme français que les jeunes Chinois se découvrent communistes. Il faut dire que la période est propice. Dans les usines, l'action syndicale est au plus haut. En 1920, le Parti communiste français est créé. Un an plus tard, c'est sur la concession française à Shanghai que le Parti communiste chinois voit le jour. À sa tête, un jeune paysan de 28 ans s'impose. C'est Mao Tse-tung. Au même moment, à Paris, un autre jeune chinois se fait remarquer. Zhou Enlai. Sous ses dehors de dandy, Zhou Enlai est un sympathisant communiste. Il crée la section européenne de la Ligue de la jeunesse socialiste chinoise. Deng adhère tout de suite au mouvement. Sur cette photo, prise à Paris en 1924, on trouve déjà la plupart des futurs dirigeants de la révolution chinoise. Zhou Enlai, futur Premier ministre, ici, au premier rang. Deng, placé au dernier rang, a encore un bout de chemin à parcourir. Il doit faire ses preuves. Deng se lance à corps perdu dans le combat politique. Il anime des meetings et devient imprimeur en chef de la jeunesse, l'organe officiel de la Ligue où l'on appelle à la révolution. À 20 ans, le jeune homme a trouvé un sens à sa vie. Plus tard, il écrira « Les mauvais traitements infligés par les contremaîtres, ces chacals du capitalisme et les camarades m'ont aidé à développer une conscience de classe. Jamais aucune autre doctrine que le communisme n'a pénétré mon cerveau. » Finalement, à 22 ans, Deng est repéré par le parti
et envoyé à Moscou. 1926. Quand Deng débarque en Russie, les bolcheviks ont gagné. La guerre civile terminée, Deng découvre un pays en apparence apaisé. Un pays qui revit sous les effets de la NEP, la nouvelle politique économique initiée par Lénine pour réparer les ravages du communisme de guerre. L'industrialisation est à l'ordre du jour, l'URSS s'ouvre aux capitaux étrangers, le commerce renaît. Effet trompeur, mais résultat garanti, la patrie du socialisme apparaît alors aux jeunes Chinois comme un paradis sur Terre. Cette année était très importante pour Deng. Il a étudié pour la première fois de sa vie les bases du marxisme. Ce qui l'a frappé en particulier, c'était l'impact de l'économie, ou ce que Marx appelle le déterminisme économique. Plus tard, Deng dira souvent, au final, la chose la plus importante, c'est l'économie. Un document interne du parti donne d'ailleurs une idée de l'état d'esprit de Deng à l'époque. Il est très attentif à la discipline du parti, dit ce document. Il participe activement à tous les débats et encourage ses camarades à faire la même chose. En tant que membre du parti, il peut donner l'exemple. À Moscou, dans la Russie de la NEP, Deng vient de trouver la réponse à ses questions. Le révolutionnaire romantique est devenu un militant professionnel. Fin 1926. Après 6 années d'absence, Deng est rappelé en Chine par le parti. Le pays a changé. Son nouveau maître s'appelle Chiang Kai-shek. Successeur de Sun Yat-sen à la tête du parti nationaliste, Chiang Kai-shek s'allie avec la bourgeoisie pour faire la chasse aux communistes. Et Deng, jeune révolutionnaire fraîchement arrivé d'Europe, est plongé d'emblée dans une ambiance d'extrême violence. Mon père nous disait souvent qu'à cette époque, il fallait avoir une conviction inébranlable pour faire la révolution. Qu'à chaque instant, il jouait sa vie pour son idéal. Il courait constamment le risque de se faire arrêter et tuer. Lors d'une réunion à Wuhan, le parti engage la lutte armée. C'est la première fois que Deng rencontre Mao, leader incontesté du mouvement communiste chinois, et déjà une légende vivante. C'est au cours de cette réunion que Mao a prononcé sa fameuse phrase « Le pouvoir politique est au bout du fusil ». Entre communistes et nationalistes commence alors une guerre impitoyable. Les paysans, population majoritaire en Chine, sont l'enjeu principal. Alors, le parti dépêche des commissaires dans les campagnes. Deng suit le mouvement. « 1934. Au bout de 7 années de combat, l'armée rouge installée dans le Jiangxi est encerclée par les troupes nationalistes. Les dirigeants communistes décident alors d'abandonner la région. Leur fuite transformée en épopée s'appellera la Longue Marche. En un an, les troupes communistes parcourent 9000 km. Sur les 100 000 hommes emmenés par Mao, seulement 10 000 survivront. Désormais, Deng est entré dans la légende. Mon père nous a raconté que pendant la Longue Marche, il a rencontré beaucoup de difficultés. Il a traversé des montagnes enneigées et des plaines marécageuses. La Longue Marche était extrêmement dure et dangereuse. 1949. Les troupes communistes remportent la victoire définitive contre les nationalistes de Chiang Kai-shek. Le 1er octobre, l'armée populaire fait son entrée triomphale à Pékin. C'est l'aboutissement d'une lutte de 30 ans. La Chine est enfin libre, la Chine est communiste, et Mao est son héros.
Ce jour-là, dans la tribune officielle, Deng retrouve Cheng Yi, dont il a partagé le destin à Paris. Ils font maintenant partie des dignitaires du nouveau régime. Mon père a toujours apprécié Deng Xiaoping, surtout pour son caractère déterminé et tranché. Deng trouvait des solutions à tous les problèmes. Combattant de la première heure, survivant de la longue marche et chef de guerre victorieux, son parcours force le respect. Pour Deng, le moment est maintenant venu de mettre en valeur ses autres talents. Deng est nommé responsable du sud-ouest de la Chine, soit un tiers du territoire. Mao compte sur lui pour remettre la région sur pied. Deng fait place nette. Il se débarrasse d'abord des dernières troupes nationalistes. Puis, sous sa direction, l'armée populaire entre au Tibet. La région est annexée à la Chine. Deng exécute les ordres sans état d'âme. Deng s'improvise ensuite ingénieur en chef. Il supervise la construction d'un chemin de fer entre Chongqing et Chengdu. Plus de 1000 km de rails installés dans un paysage montagneux et des vallées profondes. Un premier pas, selon lui, pour sortir la Chine du Moyen-Âge. C'est le projet le plus important de la jeune République populaire que Mao confie à un dirigeant régional. Ce qui plaît tout de suite en Deng et qui le distingue des autres dirigeants, c'est son sens pratique. Pas de longs discours. La première réunion avec son équipe dure en tout et pour tout 9 minutes. Alors, les coups de fil entre Chongqing et Pékin se multiplient. Deng est le seul leader local à avoir un contact direct avec Mao. À tel point qu'impressionné par son efficacité, Mao juge plus utile de le faire venir près de lui à Pékin. En 1952, Deng est nommé vice-premier ministre chargé de l'économie. Il a alors 48 ans. Membre du bureau politique en 1955. Secrétaire du Parti communiste un an plus tard. Deng devient le numéro 4 chinois après Zhou Enlai, l'ancien ami parisien devenu Premier ministre, et Liu Shaoqi, le président de la République. Deng fait maintenant partie d'un cercle très fermé dont Mao est le centre. Première occasion pour Deng de prouver sa fidélité. La campagne des 100 fleurs. Elle est lancée par Mao en 1957. Objectif, encourager une libre critique du parti. Mais le projet dérape. L'autocritique remplace la critique. 300 000 personnes sont exhibées devant les masses, comme on dit en Chine, dans des accoutrements ridicules, emprisonnées ou envoyées dans des camps de rééducation par le travail. À la demande de Mao, c'est Deng qui mène la danse. Ruan Ming était membre des jeunes communistes à l'université Tsinghua de Pékin. Il a été témoin de cette campagne du duo Mao-Deng. Ruan Ming n'a pas oublié. À l'époque, Deng était très ferme. Selon lui, tous les étudiants anti-révolutionnaires auraient dû être expulsés de l'université. Même Mao trouvait qu'il en faisait un peu trop. Mao disait « Ce n'est pas nécessaire de tous les expulser. Ils peuvent garder leur statut d'étudiant pour servir de mauvais exemple aux autres. S'ils font leur autocritique, on peut même les réhabiliter. »
On peut donc dire que Deng était non seulement d'accord avec Mao, mais qu'en plus, il faisait du zèle. Mao a beaucoup apprécié l'intelligence et le talent de Deng. Il a plusieurs fois loué sa capacité à prendre la situation en main. Il a dit à des dirigeants soviétiques, « Deng, c'est une aiguille enveloppée dans du coton. » Ça voulait dire que Deng était quelqu'un d'extraordinaire. Quand des gens demandaient à Mao, « Si vous n'êtes plus là, qui va diriger le pays ?» Mao répondait, « Deng Xiaoping. » Deng, plus impitoyable que Mao, c'est ce que semble montrer le rôle joué par Deng dans la campagne suivante, décrétée en 1958. Le grand bond en avant. Première étape, les grands travaux. Plus de 100 millions de paysans sont mobilisés. Puis vient le temps des communes populaires, non pudiques posées sur une réalité brutale, la collectivisation des campagnes. La chasse aux derniers propriétaires terriens est ouverte, la propriété individuelle abolie, vie privée, travail, éducation des enfants deviennent l'affaire de la collectivité. Les couples sont séparés et les enfants élevés sans ménagement dans des crèches inhumaines. Pendant les années du Grand Bond, Deng agit comme le bras droit de Mao, animé comme lui par l'idée de développer le pays, à la cravache s'il le faut. C'est lui donc qui va obliger les paysans à sacrifier leurs outils dans des fours pour augmenter la production d'acier. À l'époque, tout le monde s'était monté la tête. On déclarait qu'on allait dépasser l'Angleterre et rattraper les États-Unis. Mao aussi s'est monté la tête. Voilà pourquoi il a lancé le grand bond en avant. Tout le monde avait perdu son sang-froid, y compris Deng Xiaoping. Dans l'effervescence générale, personne ne s'est opposé à ce projet. Seulement voilà, la folie des grandeurs débouche sur une catastrophe. Les paysans meurent de faim. Au total, le grand bond va coûter la vie à 40 millions de paysans. Affaibli, Mao démissionne et se retire dans le sud, mais il conserve le titre de secrétaire général du parti. Il est remplacé à la tête du pays par Liu Shaoqi. Deng, laissé à lui-même, se rend alors dans les campagnes. Pour ce patriote, c'est le choc. Alors, en pragmatique, Deng se met à douter. Et en juillet 1962, il communique les résultats de son enquête aux jeunesses communistes. Deng est venu pour faire un discours sur l'attribution des terres aux familles. En raison des nombreux morts provoqués par la famine, certaines régions avaient commencé à réattribuer des terres aux paysans. Deng disait que selon ses observations, 20% des terres, peut-être même plus, avaient déjà été rendues à leurs propriétaires. Puis Deng a lancé un proverbe du Sichuan qui circulait dans l'armée du temps de sa jeunesse. Peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris. Et il a ajouté, aujourd'hui c'est pareil. Il faut autoriser la propriété individuelle si elle permet d'augmenter la production. Le message est clair. Pour développer l'économie, peu importe la méthode. Seul le résultat compte. Le bon sens vient de prendre le pas sur l'idéologie. Pas pour longtemps, car Deng réalise très vite qu'il vient de déclarer la guerre à Mao. Et très vite, il fait machine arrière. Le soir même, Deng a téléphoné à Hu Yaobang, le secrétaire des jeunesses communistes. Il lui a dit que Mao était revenu du Sud.
Dans une réunion du Politburo, Mao avait déclaré que l'attribution des terres aux paysans était du révisionnisme. Deng a donc demandé à Hu Yaobang de retirer de son discours la phrase sur le chat noir et le chat gris. Et le lendemain matin, il l'a rappelé. Il a non seulement insisté pour enlever la phrase, mais il a demandé de la remplacer par une autre, du genre « il faut renforcer l'économie collectiviste ». Le revirement est surprenant. Deng pense-t-il vraiment s'être trompé? Ou recule-t-il au contraire pour mieux sauter? Toujours est-il que le mal est fait. Deng creuse sa différence avec Mao et se range désormais aux côtés de Liu Shaoqi, dans le camp des réformateurs. Les deux hommes sont d'accord pour mettre en œuvre les nouvelles méthodes et remettre de l'ordre dans les campagnes. Pendant 4 années, Mao laisse Deng travailler, mais il n'a renoncé à rien. Et derrière ce sourire de façade qu'il adresse à Deng, il peaufine sa revanche. 16 août 1966, place Tiananmen à Pékin. Petit livre rouge en main, face à Mao, les gardes rouges font irruption sur la scène chinoise. Ils ont été travaillés dans l'ombre par l'aile gauche du parti pour servir le retour du grand timonier. C'est le lancement officiel de la révolution culturelle. Pour compléter la mise en scène, Mao se fait filmer aux côtés de ses nouveaux alliés. Lin Piao, ministre de la Défense. Grâce à lui, chaque Chinois possède désormais un exemplaire de la Nouvelle Bible, ce petit livre rouge qui doit modeler les cerveaux. Et puis il y a aussi Chiang Qing, sa propre femme. Elle est à la tête de la Bande des Quatre, un groupe ultra-radicaux. Deng Xiaoping et Liu Shaoqi sont les grands absents de la fête, les grands perdants aussi. D'emblée, Lin Piao et Chiang Qing poussent Mao à faire le ménage au sein du parti. Vient alors le temps des purges. Liu Shaoqi d'abord, principal adversaire de Mao. Il est livré à la vindicte des gardes rouges. Quant à Deng, sa phrase sur le chat noir et le chat gris est restée dans toutes les mémoires. Deng est déclaré traître numéro 2. Sur les caricatures, il est représenté aux côtés de Liu Shaoqi comme un chat capitaliste qu'il faut écraser sans pitié. La chasse à l'homme est ouverte, le verdict tombe. Deng est condamné à l'exil à la campagne, dans le Jiangxi. Sa femme et sa belle-mère l'accompagnent dans cette disgrâce. L'ancien numéro 4 du régime se retrouve sans salaire et doit travailler à l'usine comme simple ouvrier. Deng est inquiet pour ses enfants, tous étudiants à l'université. Il n'a pas tort. Nous, les enfants de Deng Xiaoping, on a tous été persécutés. Au moment le plus violent de la révolution culturelle, mon frère et moi avons été arrêtés et détenus dans l'université. Ma sœur a été enfermée dans une étable avec d'autres responsables du parti qu'on disait engagés dans la voie capitaliste. Des affiches contre Deng Pufang, le fils aîné de Deng, et mon ami, sont apparues sur les murs de l'université. Au début, c'était anodin, et puis il s'est fait arrêter par les gardes rouges. On a voulu l'obliger à dénoncer son père. Alors il a essayé de s'enfuir en descendant par un tuyau d'égout du 4e étage du département de physique. Mais le tuyau s'est cassé et il est tombé. Gravement blessé, il est resté paraplégique. Les gardes rouges terrorisent tous ceux qu'ils désignent comme contre-révolutionnaires, réactionnaires, espions, déviationnistes, tigres de papier. Le pays devient le champ clos de l'horreur ordinaire. À la campagne,
la vie est rude pour Deng, mais cela lui permet d'échapper au pire. Alors que Liu Shaoxi est torturé et meurt en prison, Deng, lui, reste membre du Parti communiste. Deng était protégé. Il était certes en exil, mais on lui avait envoyé des gardes du corps de Pékin. Mao a toujours espéré qu'un jour Deng ferait son autocritique, qu'il reconnaîtrait s'être trompé et qu'il reviendrait pour l'aider. Mon père ne s'est jamais plaint. Nous n'avons jamais entendu la moindre critique sur Mao. Deng sait-il à ce moment-là qu'il n'a pas totalement perdu la partie? À Pékin, les événements s'emballent. Lin Piao, le successeur désigné par Mao, tombe en disgrâce. Lors de sa tentative de fuite, son avion s'écrase. Avec sa mort, la place se libère aux côtés de Mao. Deng apprend la nouvelle. Il saute sur l'occasion. Il écrit au grand timonier lettre sur lettre et fait son mea culpa sur ce proverbe qui lui a tant coûté. Peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris. Deng a vu juste. Après 5 ans d'exil, Mao et Zhou Enlai réinstallent Deng au poste de vice-premier ministre. Nous sommes en 1973. Mao a 80 ans. Il est malade. C'est Zhou Enlai qui tient la maison dans cette période de transition. Même si Deng a regagné la confiance du grand timonier, sa position reste fragile dans le parti. La bande des 4, l'aile gauche, le tient pour son ennemi juré, Jiang Qing notamment, la femme de Mao. Nommé au bureau politique pour défendre la révolution culturelle, Jiang Qing voue une aversion notoire et sans limite à l'ancien traître capitaliste. Elle est à l'affût du moindre faux pas de Deng, prête à le dénoncer au grand timonier. Deng, de son côté, le lui rend bien. Un jour, je me souviens, Jiang Qing devait venir chez nous. Ma mère nous a dit, « Les enfants, cachez-vous dans vos chambres, ne bougez pas et surtout ne sortez pas. » Lorsque Jiang Qing est sorti du bureau de mon père, il ne s'est même pas levé pour la raccompagner. On lui a demandé, « Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il a répondu, « Elle raconte toujours les mêmes salades. » C'était le fond de sa pensée. Il la méprisait profondément. Deng va plus loin. Il affiche son mépris en public, notamment lors d'une réunion du bureau politique. Un paquebot chinois vient d'accomplir sa première traversée. Jiang Qing, enthousiaste, qualifie l'événement de victoire du prolétariat sur la bourgeoisie. Deng Xiaoping lui a répondu « Un paquebot de 10 000 tonnes, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai déjà pris un paquebot de 10 000 tonnes pour aller en France, mais il y a 50 ans. » En disant cela, il voulait que les Chinois se rendent compte de leur retard technologique par rapport au reste du monde. Pas étonnant alors si le climat se dégrade. Pas étonnant non plus si c'est Deng que Mao choisit pour représenter officiellement la Chine en France. Pas étonnant enfin si au cours d'un dîner chez le président Giscard d'Estaing, Deng lui fait cette confidence. En 1975, Mao est toujours vivant. En théorie, la révolution culturelle continue. Il y a même des gens qui veulent l'accélérer à ce moment-là. Et il m'a dit, c'est abominable. C'est une honte pour la Chine. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a considéré, lui, que c'était une absurdité de Mao. C'est une idée de Mao Tse-tung lui-même. Et il voyait que le problème, c'était le travail des dirigeants sur eux-mêmes, fait que les dirigeants soient capables de proposer, d'imaginer. Donc il était dans une phase de grande réflexion sur lui-même. De retour à Pékin, c'est Zhou Enlai, l'homme fort du moment, qui l'accueille. Pas seulement parce que c'est à Paris que les deux hommes se sont rencontrés 50 ans plus tôt, mais parce qu'ils sont d'accord sur les moyens de sortir le pays du chaos.
car le bilan de la révolution culturelle est sans appel. L'industrie est sinistrée, les chemins de fer paralysés, les universités fermées. Et comme le slogan de Mao « Faites la révolution, pas la production » reste en vigueur, il n'y a aucune raison que ça change. Alors, Deng et Zhu doivent avancer masqués. Deng n'avait peur de personne sauf de Mao. D'ailleurs, tout le monde avait peur de lui. Je me souviens d'un dîner au palais du gouvernement. Deng parlait avec quelqu'un et pour mieux l'entendre, il s'est penché vers lui. Quand Mao est entré, Deng s'est immédiatement arrêté de parler et s'est redressé sur sa chaise. Il était assez prudent à l'époque. Il avait des idées précises dans la tête, mais il n'en parlait pas. Il réfléchissait dans son coin. Et une fois que tout était prêt, il entrait en action. 1975, 10e congrès du parti. Deng et Zhu lèvent le masque et tentent un coup de poker. Nom de code de l'opération, les 4 modernisations. Ce nouveau programme, signé des 2 hommes, annonce une révolution. Il prévoit plus de biens de consommation, plus de services et l'augmentation des quotas de production. C'est un gros coup de canif dans l'esprit même de la révolution culturelle. Mao disait « Faites la révolution, pas la production ». Deng proclame le contraire « Faites la production, pas la révolution » et affiche le nouveau slogan dans toutes les entreprises. Deng est acclamé par les Chinois qui entrevoient le bout du tunnel. Les chemins de fer sont rétablis, les usines tournent et les paysans travaillent à nouveau dans les champs. Les réformateurs semblent alors avoir gagné la partie. Lorsqu'il traitait des dossiers, Deng Xiaoping mettait des annotations du genre « à faire tout de suite »,« à traiter rapidement ». Tout était comme ça. Il était comme ça à l'époque. La Chine était déjà en retard d'au moins 10 ans. Aux yeux de mon père, on avait déjà perdu beaucoup trop de temps. Et puis d'un coup, tout se précipite. 1976年1月8日9时57分，周恩来同志的心脏停止了跳动。 Avant de partir en salle d'opération, Zhu Enlai a appelé mon père. Mon père s'est approché. Zhu lui a pris la main et lui a dit « Les faits prouvent que tu es plus fort que moi. Je remets le pays entre tes mains. » Sauf que, sans Zhu Enlai, son meilleur appui au sein du parti, l'affaire se complique. Un mois plus tard, Mao présente son successeur, Hua Guofeng, un illustre inconnu. Dans la foulée, les 4 modernisations sont stoppées net et Deng est relevé de ses fonctions politiques. Mais cette fois, Deng reste à Pékin. Il se met sous la protection du maréchal Ye, le ministre de la Défense. Ancien vétéran et ami de longue date, le maréchal est lui aussi partisan des 4 modernisations. 8 mois plus tard, le 9 septembre 1976, Mao meurt. La succession est ouverte. Il y a les conservateurs de Hua Guofeng, le dauphin désigné, les radicaux autour de la femme de Mao et de la bande des 4, et les réformateurs regroupés autour de Deng. Soutenu par le maréchal Ye, Hua Guofeng se débarrasse de la bande des 4. Les radicaux sont arrêtés et emprisonnés. C'est au tour de Deng maintenant d'être dans le collimateur. Le plus grand obstacle pour Deng était la ligne politique lancée par Hua Guofeng. D'après celle-ci, toutes les dernières volontés de Mao devaient être respectées.
Deng, mis à l'écart par Mao, était le premier visé. Avec ce principe en vigueur, il ne pouvait pas revenir. Mais Deng a des atouts. Son réseau d'anciens, vétérans de la Longue Marche, fondateurs de la République populaire et rescapés de la Révolution culturelle, tous ont été témoins de l'efficacité des 4 modernisations. Et tous sont d'accord sur un point, Deng est incontournable. Alors, Wak Haufeng déroge aux dernières volontés de Mao. En 1977, il fait revenir Deng au bureau politique. Deng est désormais numéro 3 d'un régime de vieillards. Première urgence, réorienter les esprits vers les réformes. Au sein du parti, Wak Haufeng défend l'option inverse. Tout ce qu'a dit Mao doit être respecté, c'est son credo. Deng s'appuie alors sur les réformateurs et lance un nouveau principe. La pratique est le seul critère de vérité. En clair, la même chose qu'en 1962. Peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris. Première application du nouveau principe, les campagnes. Deng reprend le dossier là où il l'avait laissé 10 ans plus tôt. Entre-temps, la collectivisation s'est intensifiée, mais les paysans chinois, eux, n'ont pas renoncé. Dans la région d'Anhui, les paysans avaient d'eux-mêmes continué à attribuer des terres aux familles en cachette. Cette initiative a permis une belle récolte l'année suivante. Mais personne n'a osé annoncer la nouvelle au comité central du parti. Des gens ont envoyé des rapports à l'agence de presse d'État, mais personne n'a osé les publier. Finalement, ces rapports sont arrivés sur mon bureau à l'Académie des sciences sociales. Je les ai fait transférer à la direction du parti. Deng Xiaoping en a pris connaissance et il a approuvé l'initiative des paysans. L'attribution des terres aux familles s'est alors étendue progressivement dans tout le pays. La nourriture revient sur les marchés. Les paysans chinois commencent à gagner leur vie. Du coup, Deng devient populaire dans les campagnes et les critiques font profil bas au sein du parti. Alors, Deng va aller plus loin. Pour réformer, il a besoin de capitaux. Et saisit la balle au bond quand le président américain, Jimmy Carter, l'invite officiellement en janvier 1979. Numéro 3 du régime, Deng est reçu avec les honneurs, réservés habituellement aux seuls chefs d'État. Les dirigeants américains sont sous le charme. Dès le début, j'ai été très impressionné par sa perspicacité, sa vivacité d'esprit et sa capacité à cerner les problèmes. Il était très direct. On sentait bien qu'il avait toutes les qualités d'un grand dirigeant. Ce n'est pas tant ce qu'il disait qui était important, mais plutôt ce qu'il ne disait pas. Il n'utilisait pas de vocabulaire marxiste comme les autres. Il savait, tout simplement, qu'une approche purement dogmatique ne mènerait à rien. Ce voyage officiel en territoire ennemi se transforme en triomphe. Partout où il va, Deng joue le jeu, comme ici au Texas, où il déchaîne les foules. Il avait calculé son coup. Je pense qu'il s'est réellement amusé pendant ce séjour. Il était impressionné par le dynamisme et la diversité de la société américaine. Et en même temps, il essayait de populariser son image et celle de la Chine aux États-Unis. Deng était conscient du fait que nos deux pays avaient été ennemis pendant plus de 20 ans et que nous étions en train d'établir de nouvelles relations. Il essayait de donner un visage humain au gouvernement chinois et au Parti communiste. Deng
sait maintenant qu'il pourra compter sur l'Amérique et sur ses hommes d'affaires le jour prochain où il devra faire appel aux capitaux étrangers. C'est ce qu'il va faire 3 mois seulement après son voyage au pays de l'oncle Sam. Sur une petite partie du pays, il teste les outils du capitalisme. La Chine s'ouvre discrètement à l'économie de marché. Deng avait beaucoup de confiance en lui, et encore plus en son pays. Pour lui, les capitaux étrangers, les technologies et les méthodes de gestion occidentales n'étaient ni socialistes ni capitalistes. Elles étaient idéologiquement neutres. Il appelait ça des inventions du monde capitaliste. Selon lui, ces inventions pouvaient s'appliquer aussi bien en Chine que dans d'autres pays. Encouragés par Deng, les journaux de la rue fleurissent. Sur le mur de la démocratie que les Pékinois se sont appropriés, l'esprit critique renaît. Cible principale, le numéro 1 officiel du régime. Ces critiques arrangent Deng. Alors Deng a envie d'en rajouter. Deng avait même prévu de faire un discours au cours de la réunion du 30 mars, réunion qui allait déterminer la ligne politique du parti. Ce discours avait été rédigé par mes amis de la revue des recherches sur le travail théorique. Ce texte abordait ouvertement le thème de la démocratie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Deng soutenait le mur de la démocratie. Et puis, d'un coup, tout change. En mars 1979, Wei Jingcheng, un Pékinois plus audacieux que les autres, réclame la démocratie sur le mur du même nom et traite Deng de nouveau dictateur. Deng voit rouge. Wei Jingcheng est condamné à 15 ans de prison. Le mur de la démocratie est interdit. Pire même, 5 jours plus tard, Deng change radicalement de cap. Il annonce les 4 principes fondamentaux selon lesquels il entend diriger la Chine. La voie socialiste, la dictature du peuple, la pensée de Marx-Lénine-Mao et la direction du Parti communiste. Je n'arrivais pas à comprendre ce virage à 180 degrés, mais je ne pouvais rien dire. On était dans une impasse. D'un côté, on avait besoin de Deng pour lutter contre le clan des conservateurs. De l'autre, on n'était pas d'accord avec ce qu'on venait d'entendre. Tout le monde avait beaucoup de choses à dire, mais on ne pouvait pas s'exprimer. On était tous très tendus. Et pour cause. Car Deng vient de troquer la démocratie contre le changement. Et pour se débarrasser de Wak Wofeng, il vient de trahir tous ceux qui avaient cru à l'ouverture politique. Ultime manœuvre qui fait de lui le numéro 1 contesté. Dès lors, le système Deng est en place. Changement, oui, mais pas touche au parti. C'est une attitude pragmatique. Selon Deng, on peut tout faire pour augmenter la croissance à condition de ne pas toucher aux 4 principes fondamentaux. Deng n'était pas opportuniste. Je dirais plutôt qu'il était patriote. Il tenait aussi beaucoup à son pouvoir. Selon lui, le fait que le parti garde fermement le pouvoir était dans l'intérêt de la patrie. En 1980, Deng est seul maître à bord. Reste un détail. Comment concilier l'héritage de Mao avec le capitalisme annoncé? Deng avait proposé de juger Mao de la manière suivante. 70% de sa politique était bon, 30% mauvais. Mais le jugement sur une personne ne peut pas être mesuré de cette manière-là. Pour nous, ce jugement des 70-30 résonnait comme une formule creuse. Deng savait très bien.
surtout au début de ses réformes, qu'il ne pouvait pas renoncer à Mao. En renonçant à Mao, il se serait coupé du Parti communiste. Mais il avait besoin du parti pour ses réformes. Il a donc simplement adapté le parti à ses projets de modernisation. Dans une réunion sur l'histoire du parti, Deng a déclaré « Nous devons simplifier les choses. Pour l'instant, on dit que Mao avait plus de mérites que de fautes. Si dans l'avenir d'autres dirigeants veulent remettre Mao en question, ce sera leur problème. » En Chine, la messe est dite ce jour-là. Jusqu'à sa mort pendant 17 ans encore, Deng va peaufiner son étrange système. Une économie de marché capitaliste dirigée d'une main de fer par le Parti communiste. Enrichissez-vous en somme, comme bon vous semble, mais soyez conscient de la limite. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce discours a-t-il changé? Pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés à l'école centrale du parti, où les enfants de Deng bricolent les nouveaux dogmes. Vous voulez savoir si la Chine est toujours sur la voie du socialisme? De notre point de vue, oui, c'est sûr. Nous n'allons pas dévier vers le capitalisme. Nous adaptons seulement le socialisme à nos besoins, à notre pratique. Deng peut dormir tranquille. Ses enfants ont bien retenu la leçon. Alors pas mort, Deng? Sûrement pas. On peut même se risquer à dire que son héritage peut servir encore longtemps à la Chine, pour reprendre son rang et qui sait, un jour, conquérir le monde.